Une semaine dans le monde, c'est l'actualité de la semaine des 7 derniers jours décryptés par nos éditorialistes. Avec moi cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonjour Raphaël. Et Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, partenaire d'une semaine dans le monde. Merci d'être avec nous, Jean-Christophe. Et puis on est également avec Armel Charrier, journaliste, spécialiste de politique internationale ici même à France 24. Bonjour Armel. Bonjour Raphaël. Et puis pour Cartooning for Peace, c'est CAC, le président de cette organisation qui promeut la liberté d'expression des dessinateurs de presse dans le monde. Bonjour CAC. Mesdames et messieurs, bonsoir. On sera dans un instant avec Bakary Traoré, journaliste et spécialiste du Sahel. Car cette fin de semaine, la France n'a plus d'otages connus dans le monde. Sophie Petronin est arrivée en France après presque 4 ans passés en détention suite à son enlèvement fin 2016 au Mali. C'était elle, le dernier ressortissant français encore en captivité. Écoutez-la, c'était hier à Bamako, la réaction de son fils qu'il a retrouvé pour la première fois en 4 ans. Maman! Maman! Laissez-moi passer! Maman! 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 Ça vous a ému, Jean-Christophe Ploquin? C'est très touchant, effectivement, d'entendre ces retrouvailles. Je pense que ça a été pour la famille Petronin 4 années extrêmement difficiles. Ils ont eu le sentiment qu'ils n'étaient pas totalement soutenus par l'État français lorsqu'ils essayaient de nouer le contact de eux-mêmes finalement avec leurs ravisseurs. Je pense que de toute façon, une prise d'otage, c'est toujours une tragédie, c'est toujours quelque chose évidemment de très difficile à vivre pour la personne qui est prise en otage et pour les familles, parce que la diplomatie, en général, reste extrêmement discrète sur les négociations. Donc, c'est des temps très, très longs, très éprouvants. Et on comprend la joie immense qu'a pu éprouver cette famille en étant réunie à nouveau. On va revenir dans un instant sur les circonstances ou ce qu'on sait, en tout cas, des conditions de cette libération. Mais Ziad Limam, Sébastien Chadeau-Petronin n'a pas ménagé ses efforts. On le sait, au point d'apparaître parfois comme le poil à gratter de la diplomatie française. Oui, mais dans toutes ces affaires, la famille joue un rôle extrêmement important de mobilisation, etc. Alors, c'est toujours la difficulté de ne pas mettre en danger non plus les actions qui sont menées par le Quai d'Orsay, par la présidence, et qui sont forcément des actions à temps long, discrètes, complexes. On en reparlera tout à l'heure. Dans le cas de Madame Petronin, il y a eu plusieurs groupes, probablement, comme souvent dans ce genre d'affaires. Donc voilà, et on ne peut pas leur en vouloir. On ne peut qu'être assez ému par la force de ces amours familiaux dans des circonstances qui sont comme incroyables. Je sais pas, on imagine quand même 4 ans de détention quelque part dans le nord du Mali, d'une dame qui, par ailleurs, dit qu'elle a envie d'y retourner. Donc on voit à quel point tout ça est très, très puissant sur le plan émotionnel. On va l'écouter dans un instant. Mais d'abord, Bakary Traoré, merci d'être avec nous. Que sait-on des circonstances de cette libération? Qu'est-ce qui a permis à Sophie Petronin d'être aujourd'hui libre? Bon, je pense que, comme la libération des précédents otages au Mali, comme vous le savez, il y a toujours donc les négociations au préalable, lesquelles négociations aboutissent dans un premier temps donc à un échange donc de prisonniers. Et le cas de Sophie Petronin, donc on a vu 72 heures avant, il y a eu la libération de paix. Pour l'instant, on n'a pas les chiffres exacts, mais on avance une centaine donc de djihadistes ou présumés djihadistes qui ont été libérés. Et parallèlement à ça, est-ce qu'il y a eu aussi des rançons ou pas? Et ça, on ne sait pas pour l'instant. Mais dans tous les cas, il y a eu un travail minutieux qui a été fait non seulement de diplomatie, mais aussi d'échanges au niveau donc, de la cellule qui a été mise en place au niveau de la présidence du Mali sous l'ancien régime d'Ibrahim Boubacar Keïta et qui a continué avec donc, l'arrivée de la junte au pouvoir depuis le 18 août. Donc, je pense que c'est la conjonction donc, de tous ces efforts. Oui, ce qu'on sait, Bakary Traoré, c'est que... Au niveau donc, temps militaire.
Les canaux de négociation initiés sous Ibrahim Boubacar Keïta ont été maintenus, ce qui a sans doute été déterminant pour parvenir à cette libération. Et la personne de Soumaïla Cissé, l'opposant malien, a été le point central finalement sur lequel on portait les négociations, semble-t-il. Oui, tout à fait. C'est vrai que au niveau de la présidence, la cellule des crises qui a été mise en place au niveau de la présidence, elle a beaucoup travaillé par rapport à la libération, non seulement de Sophie Petronin, mais dessus le cas de Soumaïla aussi, à mon avis, a accéléré les choses. Et Soumaïla Cissé, comme vous le savez, c'est le chef de file de l'opposition, donc une personnalité de premier plan donc, de la scène politique malienne. Et dans un contexte politique qui était en ébullition, comme vous le savez, avec le mouvement M5-RFP qui a mené un vaste mouvement de contestation depuis le 5 juin. Donc, on peut dire ainsi, le cas Soumaïla a accéléré les choses, tant du côté donc, de Soumaïla lui-même, Soumaïla Cissé lui-même, mais aussi du cas de Sophie Petronin, mais aussi d'autres otages qui sont encore entre les mains des djihadistes. Il ne faut pas les oublier, je pense, notamment à ces soldats, donc des FAMA, mais aussi des représentants de l'État. Donc, je pense que le cas Soumaïla a été un phénomène accélérateur par rapport au cas Sophie Petronin et par la suite, en point, donc, les deux autres otages italiens qui ont été aussi également libérés. Merci Bakary Traoré pour ces explications. Armel Charrier, la contrepartie à cette libération, c'est semble-t-il une autre libération, celle d'un certain nombre de prisonniers que réclamait Al-Qaïda au Maghreb islamique, ou en tout cas les djihadistes. Oui, Raphaël, c'est ce qu'on a compris effectivement de l'échange qui a eu lieu quand il y a remise d'otages. En règle générale, il y a un règlement à deux niveaux. Il y a un règlement numéraire qui reste à discrétion des États. Et puis, il y a effectivement des remises de prisonniers ou des remises de personnes d'intérêt pour les groupes. Alors, ce qu'on avait clairement vu, c'était déjà le week-end dernier. On avait vu dès samedi effectivement qu'il y avait nombre de prisonniers qui étaient emmenés dans le nord du pays, du côté de Tessalit, et qui étaient relâchés. On avait parlé au départ d'une centaine de djihadistes. On est maintenant sur un chiffre qui est de plus de 200, 206, dit-on précisément dans certains milieux informés. Alors, qu'y a-t-il en fait derrière ces 206 personnes? C'est là que c'est le plus important. D'abord, c'est un nombre qui est important, oui. Ensuite, il y a certainement des personnes qui ont été arrêtées pour des faits un peu secondaires qui touchent plus ou moins sur les zones de terrorisme. Mais il y a aussi des noms qui circulent et qui sont des personnes qui, elles, ont été complètement impliquées dans des attentats, que ce soit au Mali ou on le dit dans la sous-région. Alors qu'on pense évidemment du côté de Ouagadougou, du côté de la Côte d'Ivoire, et on voit un peu quels sont les attentats qui ont pu être concernés. Et clairement, là, on voit qu'il y a eu une négociation très claire entre Maliens, il y a eu une négociation très claire avec le chef du groupe d'Aqmi qui est installé au Mali, qui est Yagrali. Alors, le Yagrali, on le connaît très bien, c'est un ancien d'Ansardine maintenant, et c'est surtout un Malien. Donc, c'est pas tellement la discussion qu'il y a pu y avoir avec un chef de groupe terroriste qu'avec un Malien, une discussion entre Maliens pour obtenir effectivement un nombre de personnes. Alors, avec la volonté certainement de pouvoir dire qu'on apaise effectivement une partie de la population qui retrouve un certain nombre de personnes, mais des interrogations pour tout le monde sur justement les personnes les plus concernées qui sont incriminées pour faits de terrorisme. Ça donne effectivement un prix certain à la libération des otages. Alors évidemment, le cri d'un fils retrouvant sa mère ou cette mère qui reste accrochée pendant 4 ans à seul bonheur de retrouver son enfant et qui se maintient en vie, vous allez me dire, ça n'a pas de prix. Soumaïla Cissé est un homme politique très connu au Mali et sa libération n'avait pas de prix non plus, comme certainement celle des Italiens, mais il y a effectivement derrière eu des négociations très importantes. Et ce qui est important, surtout aussi, c'est de souligner que ces négociations, elles se sont
elles sont continuées avec le gouvernement qui est en place aujourd'hui au Mali, qui l'a cautionné et qui montre bien effectivement que ces personnes qui veulent succéder ainsi au président Ibeka, elles ont aussi envie de remettre une autre façon de discuter avec le nord du pays et acceptant certainement de payer plus cher que ce que n'aurait fait le président Ibeka en son temps. Alors il y a ces libérations de djihadistes et puis il y a cette déclaration de Sophie Petronin à son arrivée qu'évoquait Ziad Limam il y a un instant. Écoutez. Oui, je vais aller en France, en Suisse et après je vais revenir voir un peu ce qui se passe ici. Au Mali ? Mais oui. Mais elle est incroyable. Non. Vous prenez un engagement. Il faut aussi être raisonnable et attends-toi à ce que je cadre certaines choses. Tu n'iras pas où tu veux. Oui, chef. Reposez-vous bien. Est-ce qu'il faut prendre en compte ces déclarations, considérer qu'elle est le fait d'une femme qui vient de passer 4 ans en captivité, ne pas y accorder trop d'importance ou au contraire s'en inquiéter compte tenu du prix quand même lourd payé en échange de cette libération? On a bien vu l'émotion de l'extrême droite française qui est montée d'un coup aujourd'hui, mais comment, etc. Franchement, je pense que là, on est dans l'autre partie du débat qui est encore une fois très émotionnel, qui est que cette dame, elle a une histoire avec le Mali et elle dit que c'est pas ça qui va l'empêcher de faire son histoire avec le Mali. Elle le dit même à son fils. Bon, quitte à courir un risque. Oui, mais je veux dire, vous savez, il y a beaucoup de sensibilité en ce moment dans toute la région du Sahel, avec ces couleurs que le Quai d'Orsay met, rouge vif, rouge écarlate, etc. Et tous ces pays disent, vous êtes en train de nous asphyxier, vous êtes en train de nous mener dans le mur, parce qu'avec ces cartes-là, plus personne ne vient, pas uniquement des humanitaires, mais aussi du business, des échanges, etc. La deuxième chose qui est, à mon avis, sur ce dossier importante, c'est quand même l'étonnant silence français quand même toute la journée. Donc on sent bien que c'est une affaire qui est malo-malienne. C'est-à-dire c'est une opération qui a été montée par, comme disait Armel, par le premier gouvernement Ibeka, puis par le deuxième gouvernement malien, dont l'objectif essentiel était Soumaïla Cissé. Ça, je pense que c'est à peu près clair, et que Sophie Petronin s'est retrouvée, heureusement, dans un processus parce qu'il fallait sortir Soumaïla Cissé de sa prison. Et la troisième chose, pour les Français, et en particulier pour l'armée française, les 200 libérations, c'est pas évident, parce que c'est des types qu'on est allé chercher, que Barkhane est allé chercher souvent, etc. Qui mettent en danger les soldats français, pas seulement. On n'a pas la liste, mais il y a une émotion particulière, parce qu'il semblerait qu'il y ait des gens qui étaient impliqués dans les attentats d'Ouagadougou, que les Américains d'ailleurs se seraient opposés à certaines libérations. Donc on voit bien à quel point c'est compliqué, et à quel point la trame de fond de la relation des États sahéliens avec les mouvements djihadistes, et est-ce que c'est l'enclenchement d'un processus de dialogue? Est-ce que ce n'est pas un processus de dialogue? Est-ce qu'il faut dialoguer? Est-ce qu'il ne faut pas dialoguer? Est-ce qu'il faut trouver une solution qui passerait par le dialogue? Là, on voit bien dans ce genre d'affaires qu'on est dedans. Un mot avec vous, Kak, tout de même, les dessinateurs de presse ont-ils eu le temps, on l'imagine puisqu'on pressentait depuis quelques jours cette libération, de réagir à travers leurs dessins à la libération donc de Sophie Petronin, Soumaïla Cissé, des 2 otages italiens? C'était très court, effectivement, pour nous pour réagir. Donc, je serai bref, si vous me permettez, Raphaël, sur ce premier sujet, avec 2 dessins. Le premier de Martine Woltering, que vous avez sans doute à l'écran, c'est le départ de Sophie Petronin qui quitte son lieu de détention. Et donc, évidemment, les terroristes lui disaient « Dites-leur qu'on est féroce, courageux et fort. Bien sûr, kidnapper des vieilles femmes, répond-elle. » Et puis ce deuxième dessin que je vous propose, que j'ai fait en vitesse exprès pour vous, donc paru nulle part, c'est un inédit France 24, Raphaël. Ah, un exclusif. L'otage français Sophie Petronin, enfin libérée, c'est son arrivée en France. Et on va commencer. C'est un exclusif, exactement. C'est son arrivée en France et on va commencer par une petite quarantaine. J'espère pour elle qu'elle a un test négatif quand même. Ou l'art de mélanger 2 sujets, c'est souvent le talent des dessinateurs de presse. Merci beaucoup, Kak. C'est la fin de la première partie d'une semaine dans le monde, mais on se retrouve évidemment dans un instant. L'occasion de saluer Bakary Traoré, qui était donc avec nous lors de cette première partie. On retrouve évidemment nos autres invités dans un instant.
Et on poursuit le récit de l'actualité des 7 derniers jours. Une semaine dans le monde avec toujours à mes côtés Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine, avec Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef et éditorialiste à La Croix, et avec également Armel Charrier, et journaliste politique international ici même à France 24, que vous connaissez bien. Et puis pour les dessinateurs de presse, CAC, président de Cartooning for Peace. Merci à nouveau à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Cette semaine, le FBI a annoncé avoir déjoué un complot visant à enlever Gretchen Whitmer, opposante à Donald Trump et gouverneur démocrate du Michigan, l'un des États clés de l'élection présidentielle qui a lieu dans à peine plus de 3 semaines aux États-Unis. 13 suspects présentés comme appartenant à un groupuscule d'extrême droite viennent d'être inculpés. Le climat se tend, la campagne s'hystérise. Armel Charrier. Ah oui, on voit clairement que là, on a passé un cap très clair. Il y avait déjà dans cette campagne, de toute manière, le fait qu'on avait l'impression d'avoir des États-Unis qui étaient devenus complètement sectaires. On a cette impression-là depuis la mise en place de la procédure d'impeachment, que lorsque l'on est dans un camp ou lorsque l'on est dans un autre camp, il n'y a plus les moyens de discuter. On est vraiment bloc contre bloc. Et plus la campagne avance, plus on voit effectivement tout ceci se mettre en place. Ça a été flagrant lors du débat des 2 candidats. C'est encore flagrant quand il y a eu cette phrase de Donald Trump sur justement tous les groupes d'extrême droite qu'il n'a pas condamnés et sur lesquels il a eu un mot où on pouvait comprendre qu'il faisait plus ou moins appel à eux. Il y a eu aussi effectivement tout cet épisode sur le Covid qui, on le sent bien, tétanise le président actuel, où il a l'impression effectivement qu'il peut perdre pied dans une campagne où pour l'instant il était persuadé pouvoir gagner. Et on voit effectivement aujourd'hui que chaque instant, il y a une étincelle qui est en train de prendre un peu plus. On se demande où est-ce qu'on va en aller avec effectivement ces États-Unis qui ont à la fois ces questions politiques à régler, à la fois cette crise du Covid et à la fois ces luttes raciales. Ça fait effectivement beaucoup de choses. Pour une campagne présidentielle, c'est complètement inhabituel, oui. Oui, à l'annonce de ces inculpations, elle intervient après un débat pourtant respectueux dans la forme entre les candidats à la vice-présidence, Kamala Harris et Mike Pence, même si sur le fond, les divergences sont notables. Écoutez cet échange qui concerne justement la droite radicale américaine. We are talking about an election in 27 days, where last week, the President of the United States took a debate stage in front of 70 million Americans and refused to condemn white supremacists. Not true. And not true. It wasn't like he didn't have a chance. He didn't do it, and then he doubled down. And then he said, when pressed, stand back, stand by. You know, I think this is one of the things that makes people dislike the media so much in this country, Susan, is that you selectively edit, just like Senator Harris did, comments that President Trump and I and others on our side of the aisle make. I mean, Senator Harris conveniently omitted, after the president made comments about people on either side of the debate over monuments, he condemned the KKK, neo-Nazis, and white supremacists, and has done so repeatedly. Vous avez retenu quoi de ce débat, Jean-Christophe Ploquin? Le fait qu'on ait enfin un affrontement digne, du moins en apparence, ou le fait, à travers cet échange, qu'on a vraiment face à face 2 Amériques presque irréconciliables aujourd'hui? Alors, je pense que le débat a été digne et dans ce sens, c'était très intéressant. Mais effectivement, il y a une polarisation aujourd'hui des États-Unis. Il y a un sentiment, il y a vraiment un stress qui est très répandu dans la classe politique, dans le monde des médias, dans ceux qui sont là pour observer et qui sont engagés politiquement. Alors plutôt du côté démocrate, ce stress en matière de sécurité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un sentiment que des menaces pèsent sur des personnes, des journalistes, des personnalités de la classe politique, des mesures de précaution qui sont prises qui impliquent les forces de sécurité américaines. Le Washington Post, par exemple, a aujourd'hui des policiers en uniforme dans son bureau et le rédacteur en chef a expliqué que lui-même était sous sécurité et que de nombreux reporters, lorsqu'ils sont sur le terrain, sont aussi protégés en permanence parce qu'ils sont susceptibles d'être victimes d'attaques. Donc ce climat de tension extrême et de polarisation, c'est quand même ça qui monte aujourd'hui aux États-Unis, comme le disait Armel tout à l'heure.
Il y a un climat de quasi-guerre civile, Ziad Limam. On commence à entendre ça quand même. Non, on entend ces mots-là, et puis ça fait des mois qu'on en parle, ça fait des années qu'on en parle, parce que bon, là, il y a une espèce d'épitome, mais il suffit de remonter aux années Barack Obama, où c'était déjà une forme de guerre civile entre un président démocrate, un Sénat républicain, sur toutes les questions essentielles, en fait. Il n'y a pas d'accord sur toutes les questions essentielles de la vie en commun, que ce soit la justice, que ce soit l'avortement, que ce soit le financement de la santé, que ce soit le port d'armes, que ce soit l'école. Tout ça, c'est deux mondes différents. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un facteur totalement hystérisant qui est le président lui-même. Et donc, tous ces débats qui sont des débats de fond de la société américaine sont hystérisés par un président qui met le feu aux bûches, parce qu'il sent aussi qu'il a quand même entre 10 et 14 points de retard, qu'une défaite serait probablement humiliante pour lui-même et pour son camp, et que donc toutes les armes, et c'est ça là où je vous rejoins, toutes les armes sont bonnes, tous les coups sont bons à jouer dans les 15-20 jours qui viennent, pour ne pas perdre, y compris la guérilla juridique, etc. Moi, j'ai juste un scénario, c'est qu'en admettant qu'il perde suffisamment clairement, c'est-à-dire que ça ne se joue pas à 20 000 voix dans 3 États clés et qu'ils perdent, comment on va vivre pendant un mois de transition normalement relativement civilisée entre l'ancien président et le nouveau président. Oui, ça va être cauchemardesque. Ouais. Et donc, dans tous les cas de figure, qu'il soit vainqueur, il y a toutes sortes de scénarios. On peut imaginer par exemple un Trump qui par miracle survivrait, mais un Sénat qui basculerait démocrate. Et alors là, on serait encore dans un chapitre 7 de House of Cards qui serait complètement hystérique aussi. Donc c'est très inquiétant pour le reste du monde que cette puissance qui est quand même, avec ses qualités et ses défauts, joue un rôle de stabilisateur malgré tout, est totalement déstabilisé. Il y a aussi ces images de Donald Trump rentrant à la Maison-Blanche en début de semaine. Il faut y aller quand même. Il met en scène d'abord son retour dans un clip vidéo en musique qu'il diffuse via son compte Twitter. Et puis ces images, effectivement, de Donald Trump qui ostensiblement enlève son masque devant les caméras. Donald Trump qui, d'ailleurs, sitôt rentré à la Maison-Blanche, repart en campagne en Floride, mais ne veut pas débattre à distance avec Joe Biden. Mais le risque que vous évoquiez sur la violence physique, moi je pense que c'est un vrai risque maintenant. Et là où Donald Trump, effectivement, a vraiment une grosse responsabilité, c'est le flou qu'il entretient au sujet, effectivement, de sa condamnation. C'est le flou qu'il entretient au sujet de la reconnaissance des résultats si jamais il perd. Et donc, c'est cette instabilité qu'il crée en permanence par ses tweets. Voilà, c'est ça. Il s'affranchit du jeu institutionnel. Armel Charrier, il s'affranchit du jeu institutionnel, il s'affranchit même, pourrait-on dire, du rôle dévolu à un chef d'État, celui de guider sa nation et de la maintenir en sécurité lorsqu'il incite ses concitoyens à sortir tout en enlevant son masque, alors qu'on sait évidemment que le virus aujourd'hui continue de tuer des vies aux États-Unis notamment. Même son vice-président, Mike Pence, n'a pas cherché à le défendre sur ce terrain-là lors du débat des vice-présidents. Ah oui, alors ça c'est un mot classique maintenant de Donald Trump, c'est effectivement de polariser cette question du masque et de la politiser en fait. Mais vous avez raison Raphaël, c'était d'autant plus frappant que quand il a fait cette déclaration, c'était juste après avoir fait ce clip où on le voyait être déposé par son hélicoptère Marine One, enlever son masque de façon spectaculaire à la Maison-Blanche, et on avait envie de lui rappeler que tous les Américains lambda ne bénéficient pas d'un hélicoptère qui s'appelle Marine One, ne peuvent pas être tout de suite dans un hôpital et ne peuvent pas avoir tous les traitements les plus nouveaux pour sauver la personne en question. On voit bien qu'il y a un décalage énorme qui est mis en place en ce moment avec un président américain qui, quelque part, certainement se voulait un peu invincible par rapport à ce virus et qui, à partir du moment donné où il l'a considère maintenant qu'il faut qu'il se présente un peu comme un super-héros en quelque sorte. Mais c'est vrai que moi, ce qui me frappe, c'est qu'on le voit là de plus en plus à fleur de peau. On voit effectivement qu'il avait jusqu'à présent eu un discours qui était « je ne peux pas perdre les élections et puis de toute manière, je resterai assis à ma place parce que l'on fera un décompte et que tous ces votes par correspondance qui seront favorables aux démocrates, ce sera n'importe quoi ». Et maintenant, avec cette histoire de Covid, on sent qu'il a presque un peu peur, effectivement, de pouvoir être battu et que du coup, c'est devenu épidermique. CAC, un Donald Trump qui semble presque parti cette semaine dans
peut-être pas dans la déraison, mais en tout cas clairement dans l'excès. Ça, c'était déjà fait depuis quelque temps. Eh bien, du côté des dessinateurs, on va vous raconter tout ce qui s'est passé depuis que Donald Trump a attrapé le virus. Alors d'abord, eh bien, il l'a attrapé. C'est un dessin de Godet, dessinateur canadien. Vous vous souvenez peut-être de cet enregistrement catastrophique pendant la campagne de 2016 où on entendait Donald Trump parler des femmes en disant on peut directement les attraper par le sexe et les embrasser. Voilà, le virus se charge de lui rendre l'appareil. On enchaîne, ensuite on l'a testé puisqu'il avait attrapé le virus. Ce dessin de Miguel, dessinateur cubain, on teste Donald Trump et qu'est-ce qui ressort? Tout ce qu'il avait dit sur le virus, c'est sous contrôle, ça va disparaître, ne mettez pas vos masques, ce n'est qu'une petite grippe, c'est un canular. Tout ça ressort. Et puis ensuite, ce dessin magnifique de Pedro Molina, graphiquement sublime, grand dessinateur du Nicaragua exilé aux États-Unis. Vous voyez, on retrouve cette couleur orange que le président porte en permanence, mais cette fois-ci, c'est la tache du virus qu'il a sur le visage. Donald Trump est ensuite passé à l'hôpital, dessin de Trump, sénateur du Royaume-Uni. Et évidemment, l'infirmière lui a proposé de tester son propre remède. Vous vous souvenez quand il avait suggéré qu'on pouvait essayer de l'eau de Javel à l'intérieur du corps. Bon, est-ce qu'il l'a fait même à l'hôpital? J'en suis pas sûr. Et maintenant, eh bien, il va mieux. Donc, on retourne au Canada avec ce dessin de côté. Donald Trump va mieux. On se dit tous toujours, et vous voyez quoi, évidemment, des tweets. Je pense que côté sous-entend que Donald Trump était en fait déjà toxique avant même d'être malade. Et maintenant, je vais vous proposer ce dessin de la SERP qui résume le bilan de l'histoire. Eh bien, le virus qui dit des milliers de morts, fake news, tout ce que je fais, c'est pour le bien de l'Amérique. Oh my God, dit le médecin, Trump a contaminé le virus. C'est pas mal celui-là. Ouais, et je termine par deux dessins survolés du sujet. Sur le plan de relance. Le plan de relance, qu'est-ce qui fait mal aux États-Unis? Selon Martin Wolterink, dont on avait vu un dessin déjà tout à l'heure, eh bien, vous vous souviendrez de ce visuel qui rappelle évidemment les tristes attentats du 11 septembre. Eh bien, ce qui fait mal aux États-Unis, c'est le président Trump et ses tweets et le virus. Et enfin, vous n'en avez pas parlé, mais pendant le débat, il y a eu une petite anecdote qui, pendant quelques temps, a un peu enflammé les réseaux sociaux. Il y avait une mouche sur le front de Mike Pence. Et donc, voici deux mouches qui discutent. C'est un dessin de Hall, dessinateur américain. Mais t'as pas une bonne tête ce matin? Ah non, je crois que je me suis cogné dans Pence hier soir. Simplement, la mouche, elle aussi, a attrapé un petit virus. Pas mal, bien vu. Cette semaine, le comité Nobel a distribué ses fameux prix et remis aujourd'hui même le prix Nobel de la paix, sans doute le plus prisé, le plus prestigieux, non pas à Greta Thunberg ni à l'Organisation mondiale de la santé, qu'on attendait pourtant à pareille fête, non, au programme alimentaire mondial qui lutte activement contre la faim dans le monde au moment même où on nous prédit une aggravation de la famine pour cause de coronavirus. Écoutez les représentants du comité ainsi que la réaction du programme alimentaire mondial. The world is in danger of experiencing a hunger crisis of inconceivable proportions if the World Food Programme and other food assistance organizations do not receive the financial support they have requested. This is unbelievable. Talk about the most exciting point in time in your life is the Nobel Peace Prize, and it's because of the WFP family. They're out there in the most difficult, complex places in the world, whether it's war, conflict, climate extremes. C'est Ziad Limam une surprise, c'est vrai, il faut le dire, mais un choix qui sans doute ne doit rien au hasard, bien sûr, s'agissant du Nobel de la paix. Ils ont voulu nous adresser un message. C'est une surprise parce qu'on était, comme tous les médias, partis sur quelque chose d'un peu plus, j'allais dire, stupéfiant, Greta Thunberg, etc. Mais je pense que souvent avec le Nobel, et en particulier sur le Nobel de la paix, il y a souvent un message très précis. Et là, je pense que d'abord, une organisation onusienne qui n'est pas justement l'OMS, qui est embringuée dans un débat à dormir debout, Chine, États-Unis, etc., qui est une organisation qui existe depuis 1961, qui a prouvé sa capacité d'efficacité, qui tous les ans est sur le terrain, alors que nous, on finit par banaliser les problèmes de faim, les problèmes de catastrophes où il faut intervenir. Et moi, je connais des gens qui travaillent au PAM, qui sont au fin fond de la brousse, dans des pays en pleine guerre civile, où il faut... etc. Et donc, je pense que ça, c'était un message du comité de dire, en cette période... Le multilatéralisme et en particulier un certain nombre des agences du multilatéralisme sont absolument essentielles
au fonctionnement du monde. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que le PAM est un des rares programmes que les États-Unis soutiennent. C'est le premier donateur. Il n'y a jamais eu, jusqu'à aujourd'hui, peut-être que ça donnera une mauvaise idée à Trump ce soir, mais il n'y a jamais eu jusqu'à aujourd'hui une remise en cause par les Américains de leur contribution à ce projet des Nations Unies, et qu'il a été inventé par les États-Unis en 1961 par un Dwight Eisenhower, qui n'était pas le type le plus à gauche qu'on connaisse, et qui avait lancé ce programme comme quelque chose d'expérimental pour voir si ça pouvait fonctionner. Ben, ça fait 50 ans que ça fonctionne, et je pense que c'est un message très, très juste en ce moment, très précis, et qu'il faut écouter. Cito Honoré déjà critiqué le PAM. Les rebelles houthis yéménites ont accusé le PAM de partialité. Ouais, je voudrais rebondir. C'est vrai que le PAM, c'est même considéré comme chasse gardée des États-Unis. Hein, et le directeur, celui qu'on a vu là réagir, David Beasley, c'est un Américain, c'est un républicain, ancien gouverneur de Caroline du Sud, et il a été nommé par Donald Trump. Donc là, je pense que... qu'il y a des pressions américaines ? Oui, enfin, en tout cas, le message adressé par le Comité Nobel aux États-Unis, il est quand même, voilà, exactement, c'est vraiment un soutien au multilatéralisme. Après, sur le terrain, on ne va pas examiner à la loupe chaque conflit et voir si le PAM est plutôt en faveur de l'un ou en faveur de l'autre. Je pense qu'ils essayent évidemment d'être toujours dans la plus grande neutralité. Ils essayent effectivement d'apporter de l'aide humanitaire le plus loin possible. Et effectivement, les journalistes sur le terrain les rencontrent très souvent sur le terrain, donc ils jouent un rôle extrêmement important. Armel Charrier, c'est vrai qu'on a été un peu surpris par ces critiques des Houthis, mais effectivement, il faudrait regarder dans le détail et pays par pays, bien sûr, l'action du Programme alimentaire mondial. En tout cas, le message qui est adressé là, c'est celui aussi de ne pas oublier les risques qui risquent d'advenir, et pas seulement l'année qu'on vient de vivre au plan sanitaire. Oui, moi je trouve que c'est un prix Nobel qui est somme toute assez fin quand même, parce que parler du PAM et parler de l'alimentation, c'est parler évidemment des famines que l'on peut voir, mais c'est parler de toutes les crises, de parler de toutes les guerres. C'est vrai que par exemple, quand on veut expliquer pourquoi est-ce que la population est dans la rue, on regarde la plupart du temps le niveau de pauvreté. Et quand il faut parler, on en parle régulièrement sur France 24, mais d'une crise au Venezuela, d'une crise qu'on n'a pas vu venir au Liban, d'une crise évidemment au Yémen avec la guerre, de la réalité en Syrie, qu'est-ce qu'on explique finalement? La première chose qu'on regarde, c'est le niveau de paupérisation et si les gens peuvent se nourrir ou pas, en fait. C'est à ce niveau-là, en fait, qu'on voit à quel point les populations sont heurtées, sont dans une fragilité. Alors, c'est effectivement à pointer du doigt les conflits, c'est pointer du doigt la réalité des vies. Et puis, derrière, c'est peut-être aussi l'avenir. Parce que quand on parle d'alimentation sur la planète, c'est pas seulement les conflits, on parle forcément aussi de climat. On va aussi parler de sécheresse. On voit que l'Afrique, par exemple, a des difficultés de plus en plus grandes selon les sécheresses et le manque d'eau. Donc je trouve que c'est quelque chose qui peut être assez global finalement. Et c'est pour moi, pour ça, un joli prix Nobel de la paix. CAC, on est désolé, on vous a pris de court aujourd'hui parce que c'est vrai qu'entre la libération de Sophie Petronin et l'attribution du Nobel de la paix au Programme alimentaire mondial, ces deux nouvelles sont tombées aujourd'hui même. Vous avez eu le temps néanmoins de recueillir les réactions des dessinateurs de presse sur ce choix? Je pense que les dessinateurs de presse se sont davantage intéressés à ce sujet qui me semble plus international que la libération de Sophie Petronin, pardon, pour notre vision franco-française. Et donc oui, j'en ai plusieurs à vous proposer. D'abord, un dessin très symbolique de Kriana, une dessinatrice de Roumanie, que j'aime beaucoup. C'est presque un tableau. Vous voyez cette gigantesque miche de pain qui, posée sur des coffres-forts entièrement vides, vient protéger une famille. Je trouve que c'est un très beau dessin symbolique qui rappelle le caractère vraiment élémentaire du sujet dont nous parlons. Ensuite, celui-ci, très beau graphiquement, de Zach, dessinateur des Philippines. Vous avez la médaille du Nobel Peace Prize, Nourrissez ceux qui ont faim, qui est transformée en cuillère. C'est un simple gag graphique, même un symbole graphique que je trouve très beau. Est-ce que ça va suffire? C'est la question que se pose Au Secours, dessinateur belge, flamand, qui, vous voyez, dessine à la fois cette magnifique médaille qui est remise et tout de suite un enfant qui a essayé de mordre dedans, comme si c'était une médaille en chocolat. Donc c'est la question que finalement on se pose aussi. Sharok et Dari, avec ce dessin, est-ce que ça va suffire? Vous voyez, je trouve cette idée graphique magnifique. Souvent, on imagine les enfants affamés comme des petits êtres, et là, ils en font
Il en fait un géant pour symboliser l'ampleur de la problématique, avec une toute petite voiture de l'ONU qui vient livrer un tout petit morceau de pain. Je trouve que c'est une belle question. Et puis, ce qui a aussi intéressé nos amis dessinateurs, parce qu'il faut aussi essayer de rire un petit peu, c'est la vision occidentale de la situation. Alors d'abord, l'ONU réfléchit comment distribuer la nourriture. Ici, un dessin de Gal, dessinateur du Kenya. Et alors, à votre avis, est-ce que vous préféreriez plutôt de la nourriture bio ou des OGM? J'aime bien. Puis vous avez ensuite ce dessin de Marco De Angelis, dessinateur italien, on imagine, pendant la pandémie, où tout le monde a faim et cherche à manger dans ces zones, un avion qui passe, restez à la maison et lavez-vous les mains. Même vision occidentale que nous propose Chapat, grand dessinateur. Le tiers-monde est connecté à présent. Il reçoit un email qui vient du tiers-monde qui dit « J'ai faim ». Les occidentaux découvrent la faim. Et je termine, Raphaël, par un peu de philosophie et de méditation sur le choc Occident et tiers-monde. Nord-Sud, le grand écart. C'est Cécile Bertrand, dessinatrice belge, qui nous le propose. Chez nous, on essaye de faire le vide. Et chez eux, de faire le plein. Eh oui, un contraste qui résume bien effectivement cet énorme écart aujourd'hui de richesse à travers la planète. Merci beaucoup, CAC, d'avoir été avec nous. Je remercie également Armel Charrier ainsi que Jean-Christophe Ploquin et Ziad Limam. C'est la fin d'une semaine dans le monde, mais l'actualité continue sur France 24. Restez avec nous.